Et donc merci d'être venu à ce rendez-vous sur la médiation. Nous avons la chance d'avoir la participation de Monsieur Pélouzet, médiateur des entreprises, et Madame Fiche, médiation de la transition numérique, médiation numérique. Médiateur de la transition numérique. Voilà, qui vont présenter leurs activités et justement essayer d'expliquer encore, si besoin est, ce que est la médiation et quel service elle peut rendre dans le règlement extrajudiciaire des litiges. C'est un sujet auquel on croit beaucoup au cabinet parce qu'il rencontre nos préoccupations, surtout les préoccupations de nos clients dans les activités qui sont les nôtres, dans les activités de technologie, mais de manière plus transversale dans toutes les activités. C'est un sujet qui nous intéresse également énormément puisque ce sont des nouveaux moyens de pas rendre la justice, mais de résoudre des difficultés via les plateformes et les différents sites d'échange ou de communication. Donc c'est vraiment des sujets qui nous intéressent, on est très très à l'écoute, on la pratique de plus en plus. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Pélouzet en premier, je crois, et Madame Chiche ensuite. Et après, je reprendrai un peu quelques éléments sur notre vision doit-on dire les marges ou les marques sur les modes alternatifs de règlement des conflits ou les modes alternatifs de règlement des différends, au-delà de la médiation, dire un mot sur la conciliation, dire un mot sur la procédure participative et leurs actualités légales. Merci et à tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous, M. Vincent. Oui, bien sûr. Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous ce matin pour vous parler de médiation et en particulier zoomer sur la transition numérique, ubérisation, quel que soit le nom qu'on veut donner à ça, mais on y reviendra. On a pris le parti de rappeler ce qu'est la médiation. Alors, ne nous en voulez pas pour ceux qui connaissent ça par cœur, qui ont déjà vécu, qui le pratiquent. On s'est dit que ça valait le coup quand même de redonner un petit peu la définition de ce qu'était la médiation, telle qu'on la pratique, et quelques outils, quelques trucs, quelques déroulés dans la mise en œuvre. Et puis on va zoomer ensuite sur mon activité de médiateur des entreprises, un service public de médiation, ça reste un peu original, mais je vous décrirai ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et puis on zoomera sur la transition numérique. Et sur le conflit taxi-VTC, voilà, avec un exemple, un cas d'école de la transition numérique. Exactement, puisqu'il porte deux sujets qui sont déplorés pour le sujet sur la transition numérique. Il y a deux aspects à considérer. Il y a d'abord le mauvais accueil, on va le dire comme ça, fait par ceux qui sont en place à ceux qui arrivent. Et puis ensuite, il y a un changement d'organisation du travail. On le voit notamment sur les VTC, où on passe de gens qui sont employés à des gens qui sont prestataires, indépendants, par rapport à une plateforme pour le cas du VTC. Donc vous voyez, ces deux mouvements font qu'il y a un besoin de médiation particulier sur la transition numérique, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour commencer, Nathalie, je te laisse utiliser la zapette. Oui, j'ai pas l'habitude. D'abord, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux pour cet événement sur la médiation. J'ai l'habitude d'être assise, moi, de l'autre côté, donc c'est un petit peu nouveau pour moi de vous présenter mon sujet, qui est sur la médiation. Donc, comme l'a dit Pierre, on va donc assurer la première partie qui concerne donc la médiation au cœur des enjeux de la transition numérique. Voilà, en fait, Pierre a raison. Ça fait plaisir que tu non, mais c'est vrai. Pierre a raison dans le sens où je pense qu'il est important de redéfinir les notions de médiation, de médiateur, de conflit, de litige, parce qu'il y a souvent confusion. J'aime bien rappeler cette phrase, mal nommer les choses, c'est éviter au malheur du monde. On ne sait jamais si on parle du conflit, d'un litige, c'est quoi un médiateur. Donc Pierre va sûrement définir ce que c'est un médiateur des entreprises. Moi-même, je vais définir dans la deuxième partie ce qu'est un médiateur de la transition numérique. C'est quoi la médiation? Donc la médiation, souvent, pour essayer de comprendre un petit peu, on reprend la parabole de l'iceberg. Et le médiateur sait souvent que pour régler un litige, il a souvent un conflit à régler et qui est beaucoup plus ancien. On le voit, le litige, c'est toujours la partie visible de la... Excusez-moi. Alors, c'est la partie... Voilà, je reviens.
Le litige, c'est la partie visible de l'iceberg. Le conflit, c'est la partie non visible de l'iceberg. La justice règle souvent le litige, rarement le conflit, d'où l'intérêt du médiateur. On se rend compte qu'en fin de compte, le cerveau humain est ainsi fait que le quotient intellectuel est logé dans la partie visible de l'iceberg et le quotient émotionnel est logé dans la partie invisible de l'iceberg. Donc on se rend compte qu'en fin de compte, vous voyez, j'ai fait exprès de reprendre exactement cette image pour montrer que le litige, c'est le quotient intellectuel et le conflit, c'est le quotient émotionnel. Ainsi, on peut comprendre que l'émotion, elle est au cœur du conflit et que la médiation, elle offre cet espace pour accueillir le désordre et les émotions. Donc on dit qu'elle est dynamique, alors que la justice n'offre pas, n'est pas là pour offrir ni désordre, ni accueillir les émotions. La définition de la médiation. Alors, c'est quoi la médiation? On en parlait au petit déjeuner, là, tout à l'heure, en prenant le café. Ce n'est pas de la conciliation, même si elle est très proche. Ce n'est pas de la négociation. Ce n'est pas de l'arbitrage. Alors, qu'est-ce que c'est? Pendant nos études à l'IFOMEN, puisque je salue la présence de notre directrice, nous avons appris que la médiation, donc on a eu cette définition de la médiation, qui est une transposition de la directive, et qui dit que la médiation s'entend de tout processus structuré. C'est un processus structuré. On ne va pas, vous voyez, on est dans un cadre bien précis. On n'est pas dans quelque chose qui est du tâtonnement. Quelle qu'en soit la dénomination par laquelle deux ou plusieurs parties tentent. Le mot tente, je l'ai mis en gras parce que c'est important de comprendre que la médiation n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il ne doit pas s'imposer. Il doit être choisi par les parties. Pour parvenir à un accord, ce qui montre, encore une fois, si on parvient, c'est qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Que c'est à tout moment, si les conditions ne sont pas réunies, ça pourra s'arrêter. Et donc, c'est un accord de la transition, de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers. Et là, c'est un élément très important, l'aide d'un tiers, parce qu'on se rend compte que le système est souvent complètement grippé, et dès qu'un tiers rentre dans le système, déjà, ça change la donne, ne serait-ce que l'intervention d'un tiers. Le médiateur, donc, c'est le tiers qui est choisi par elle ou désigné avec leur accord. Rien, vous avez bien compris que dans cette définition, rien ne se fait de manière forcée, obligatoire. Tout est l'accord est très important, il est au centre de la médiation. Alors la posture du médiateur, c'est quoi? C'est comme le montre la photo 1, c'est sûrement pas celle d'un juge. C'est donc, comme je l'ai dit, celle d'un tiers qui s'insère dans un processus. Donc la posture du médiateur, c'est ni un juge, ni un expert, même s'il peut s'entourer de sachants, ni un arbitre, ni un négociateur. Il agit comme un intervenant neutre, impartial, indépendant. Et j'ai mis ces mots parce que vous verrez dans le conflit taxi-BTC, on a tout faux. Il aide les parties à trouver une solution mutuellement acceptable par elles-mêmes. Donc c'est les parties qui vont trouver par elles-mêmes une solution et non pas le médiateur. Le médiateur va servir de catalyseur. Et par contre, le médiateur est maître des modalités d'exécution. C'est-à-dire que vous allez voir avec Pierre, il va définir un cadre et c'est lui qui est maître de ce cadre. Les qualités du médiateur, il doit réunir à la fois, en plus de sa compétence, parce qu'il faut qu'il soit formé, et je conseille l'IFOMEN comme une très bonne école, il doit être indépendant, il doit donc réunir les qualités d'indépendance, de neutralité, d'impartialité et de confidentialité. Dans ces quatre qualités, le médiateur, il manque quelque chose au médiateur. Oui, peut-être. c'est de ma chaise. Alors, ouvrons un peu le capot maintenant qu'on a dit ça, on a dit les neutres, les indépendants, comment ça marche? Alors, le processus classique qu'on déroule, on appelle le processus force, mais il y a sûrement d'autres processus qui sont équivalents. C'est d'abord la partie présentation. Le médiateur est choisi par les parties. On est toujours, vous voyez, dans cette notion de volontariat. On n'impose pas. Si on n'aime pas le médiateur, on peut dire j'aime pas ce médiateur, j'en veux un autre, et ça marche très bien comme ça. Si on l'aime bien, c'est mieux, mais il faut qu'on soit en confiance. C'est la première chose. Il se présente, les invités se présentent, il s'assure d'avoir des personnes utiles à la résolution des conflits.
Important aussi, c'est pas la peine de faire une médiation avec des gens qui ne peuvent pas prendre de décision. Ça arrive. Ça arrive dans les médiations qu'on fait, on voit arriver quelqu'un, on lui dit, ben voilà, on aimerait travailler avec vous sur tel conflit, est-ce que vous avez l'autorité de signer une transaction à la fin de la médiation? Si vous dites non, désolé, content que vous soyez là, mais on aimerait bien avoir la personne qui a cette capacité. Et puis, on définit les objectifs, résolution du conflit, recherche par les parties elles-mêmes des solutions. Nathalie l'a déjà dit, mais je réinsiste là-dessus. Comme on n'est pas arbitre, comme on n'est pas juge, comme on n'est pas expert, notre expertise, c'est en fait amener les deux parties à trouver leur solution. Et en général, elles sont bien plus expertes que nous dans leurs problèmes, et elles ont déjà en tête une partie de la solution, encore faut-il arriver à la faire sortir. Donc, première étape de présentation. Ensuite, on définit des règles. Là aussi, la télé c'est un processus structuré. C'est pas juste on boit un café, on discute et puis on essaie de trouver une solution. Ça peut ressembler à ça de l'extérieur, mais en fait, il y a des règles, il y a une structuration. Les réunions se font dans la plus stricte confidentialité. C'est probablement la clé numéro 1 de réussite. C'est incroyable ce qu'on arrive à se dire sous le feu de la confidentialité et qu'on ne se dirait jamais quand on est en public ou au tribunal ou avec son d'ailleurs des choses qu'on ne dit même pas à son avocat souvent et qui viennent sortir parce que comme on disait tout à l'heure, quand on voit son avocat, on lui dit qu'on a raison et qu'on a fait absolument tout juste et que c'est l'autre partie qui a fait tout faux. Quand on arrive à être en médiation et être en confiance, il y a un moment donné où on peut commencer à admettre que oui, finalement, j'ai peut-être pas fait tout juste et peut-être que moi aussi j'ai une part de responsabilité. Tout ça, c'est lié à la confidentialité. Chacune des parties peut arrêter la médiation à tout moment. Là aussi important, quand on dit chacune des parties, c'est les deux parties, c'est aussi le médiateur. C'est-à-dire que si le médiateur a l'impression qu'ils sont embarqués, utilisés, manipulés, ça peut arriver aussi. On voit des cas où on utilise la médiation, mais on a une autre idée derrière la tête, on veut gagner du temps. Et là, le médiateur, normalement un peu équipé, il sent assez les comptes de ça et il peut dire stop, on arrête. C'est rare, mais ça peut arriver. En revanche, les deux parties peuvent à tout moment arrêter la médiation. Ça reste un processus libre, un processus où chacun vient parce qu'il a envie de venir, reste parce qu'il a envie de rester. Chaque partie se situe dans le respect de l'autre. Alors ça, c'est la règle. La réalité, c'est parfois différent. Le début d'une médiation, ça peut être très violent. Alors, le rôle du médiateur, c'est à la fois de laisser sortir ça, il faut que ça sorte. On a parlé du quotient émotionnel, il faut que l'émotion sorte. Et à la fois de le canaliser. Évidemment, on ne peut pas laisser les gens se taper dessus. Donc, à un moment donné, le médiateur doit rappeler la règle de respect, tout en ayant laissé, et c'est tout le doigté du médiateur, s'exprimer cette émotion, parce qu'une fois qu'elle est sortie, on peut vraiment commencer à travailler sur le sujet lui-même, sur l'objet du conflit, sur l'objet du conflit. Le temps. Le temps, c'est une clé aussi importante. Il y a beaucoup de contraintes perçues de temps. On se dit, il faut qu'on ait trouvé la solution avant ce soir, avant la semaine prochaine. Un des enjeux du médiateur, c'est de libérer cette contrainte, de faire en sorte qu'on trouve, est-ce que vraiment on a besoin que ce soit avant la fin de la semaine? Ah oui, on a une audience, est-ce qu'on ne peut pas la décaler? Donc vous voyez, la contrainte de temps joue parce que pour que toute cette émotion sorte, il faut lui laisser le temps. Et si on contraint trop ce temps et on va directement sur la partie trouver une solution, on n'a pas expurgé tout l'émotionnel et on ne peut pas réaliser une bonne médiation. Et puis l'engagement. Le médiateur s'assure que ces règles sont respectées par les parties. On fait signer en général un courrier d'ouverture de médiation où on rappelle les règles et normalement ça prend un certain temps, que les gens en général le lisent avec beaucoup d'applications et tant mieux, ce qui nous permet d'ouvrir la médiation dans de bonnes conditions. Ensuite, les phases de la médiation. Alors il y a Thomas Fiuta qui l'a théorisé, hein, mais vous retrouvez des choses que vous connaissez certainement, le quoi, le pourquoi, le et si et le comment, qui nous permettent petit à petit de sortir ce sujet. Je crois que sur la planche d'après, on y vient plus en détail. Le quoi, donner la parole à chacun. C'est là où le médiateur a déjà un rôle d'ordonner les échanges. C'est pas donner la parole à tous les deux en même temps. C'est que chacun puisse s'exprimer. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est autour du café ou dans d'autres formes de résolution des conflits. Là, un des rôles du médiateur, c'est de s'assurer, c'est pas les temps de parole politiques, mais que chacun ait un temps de parole lui permettant d'exprimer ce qu'il a à exprimer. Leur version. Ensuite, on arrive petit à petit au pourquoi.
pourquoi ils sont là, pourquoi il y a ce conflit, qu'est-ce qu'ils en attendent, les émotions commencent à sortir. On reformule, on va dire, monsieur, je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est ça. Oui, non, peut-être. Voyons, c'est là où il y a les petits outils d'écoute, la reformulation qui prennent tout leur sens. Et puis il y a le moment où ça commence à basculer. C'est-à-dire, on a sorti les émotions, chacun a pu s'exprimer, on a réussi à dire pourquoi on était là et ce qu'on en attendait. Et finalement, ben, on commence à arriver petit à petit à émettre des hypothèses. Et si on faisait ci, et si on envisageait ça, et si on le regardait comme ceci, qu'est-ce qui se passerait? Et là, on commence à co-construire, et puis on en arrive au comment, c'est-à-dire on en arrive à la solution. Et ça marche. Et étonnamment, ce processus qui a l'air assez banal, assez simple, ça marche. Je peux vous dire, c'est notre 4 ans que je dirige la médiation des entreprises. Cette année, on va faire plus d'1 millier de médiations. On a 75% de réussite. C'est-à-dire, dans les 3/4 des cas, on déroule ça, et on arrive là, et les deux parties trouvent un accord, le rédige, le signe et l'applique. Alors, bah, du coup, ça me permet d'enchaîner sur ce qu'est le médiateur des entreprises. Médiateur des entreprises, c'est un service public de médiation. Alors, pourquoi a-t-on eu besoin d'un service public de médiation il y a 5 ans, presque 6 maintenant, quand ça a été créé, la médiation existait, mais on ne peut pas dire que ça marchait. Il y avait un constat, il y avait un besoin de médiation. Les autorités publiques de l'époque, c'est Nicolas Sarkozy, donc ça a été prolongé ensuite sous François Hollande, donc vous voyez, ça c'est trans-parti politique et c'est très bien. À l'époque, on s'est rendu compte que oui, il y avait cet outil médiation qui pouvait être utile à l'économie, et là c'est vraiment une version économique entreprise de la médiation, parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre entreprises, parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre entreprises et acteurs publics sur les marchés publics, et que finalement les deux solutions qu'on offrait à ces entreprises, c'est soit aller au tribunal, soit ne rien faire. Et les deux solutions sont terribles. Quand on est une petite entreprise, parce que c'est surtout celle-ci auquel on s'adresse, une PME, TPE, et qu'on a un conflit avec un grand groupe, ou un ministère, ou une collectivité, et qu'on se dit j'ai deux solutions, soit je ne dis rien et j'accepte, et je mets en danger mon entreprise, soit je vais au tribunal et je vais me fâcher avec mon client, ben on est un peu perdu. D'où cette idée de créer cette médiation, encore une fois service public, donc qui permet à toutes ces structures, et encore une fois en particulier à toutes ces petites structures qui sont un peu isolées et qui ne savent pas trop comment faire, de saisir un médiateur. Le rôle particulier que nous avons par rapport à une médiation traditionnelle, c'est que c'est nous qui allons chercher l'autre partie. Parce que les petites structures, encore une fois, le patron ou la patronne de PME ne va pas dire à son grand client on est en conflit, j'aimerais bien faire une médiation avec vous. Elle a trop peur de perdre ce client. Donc c'est notre rôle, une fois qu'on a rassuré la première partie, d'aller voir la deuxième partie, de leur dire on a une médiation qui vous concerne, est-ce que vous acceptez de venir? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer dans la confidentialité? Et ensuite de faire en sorte que les deux parties puissent travailler ensemble et trouver une solution. Et comme je le disais, ça marche formidablement bien. Alors, donc, les missions, donc, c'est d'abord trouver des solutions rapides au litige. Donc, créé en 2010, on est monté en puissance. En 2010, on faisait une centaine de médiations. Cette année, je vous ai dit, on va en faire 1 millier, avec des médiations de plus en plus complexes. On a développé des choses même assez originales, qui sont quand même de la médiation collective. Là, on a la possibilité d'être saisi par une collectivité d'entreprises qui ont le même sujet avec un ou plusieurs donneurs d'ordre. On fait des médiations de filières. On peut avoir toute une filière ensemble. On vient de signer un accord hier avec la filière ferroviaire sur comment travailler sur la filière ferroviaire. Donc, vous voyez, on a démultiplié cet outil, mais toujours sur la même base, sur les bases que je vous ai expliquées tout à l'heure, de confidentialité, de partage, de volontarisme, et tout ça fonctionne très bien. Donc, créé en 2010, gratuit et confidentiel, évidemment confidentiel, on l'a dit, gratuit parce que c'est un service public, s'adresse à tous les acteurs économiques, donc public comme privé. On a un deuxième axe, puisqu'on s'est dit, venir un peu en curatif, c'est bien, mais si on peut aussi venir en préventif et faire changer les comportements, c'est pas mal non plus. Donc on a développé des outils comme une charte et un label qui porte le nom de relation fournisseur responsable, qui donne les bonnes pratiques à utiliser dans une relation équilibrée client-fournisseur. Là aussi, succès assez phénoménal. On a lancé en 2010 avec une vingtaine de grands groupes. On a aujourd'hui plus de 1800 signataires, donc ça marche formidablement bien.
Et le label c'est un peu plus compliqué, ça s'adresse plutôt aux grandes structures qui acceptent d'être auditées sur leur pratique. Donc, on travaille avec la finance certification, la PAD, des gens comme ça. On a une quarantaine de labellisés aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce sont des outils qui petit à petit viennent compléter l'offre de médiation et faire du préventif, faire du changement de comportement et mettre en avant les gens qui font des choses positives. Et puis notre dernière mission depuis 2014, c'est de stimuler tout ce qui est innovation, notamment au travers de médiation. On fait de la médiation aussi, par exemple, pour le crédit impôt recherche, pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Et là, entre les entreprises et les administrations, Bercy pour la partie fiscale et le ministère de la Recherche pour la partie recherche, ça nous permet de dégonfler un certain nombre de conflits potentiels d'entreprises qui sont redressées, qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne versent pas le crédit impôt recherche et qui n'arrivent pas à avoir de réponse. Voilà, tout ça on traite en médiation. Et puis aussi de développer des outils préventifs. Par exemple, on a fait un référencement des cabinets conseils sur le crédit impôt recherche. Je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Mais je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Les saisines, donc vous voyez, comme je vous disais, très majoritairement des TPE, PME. Évidemment, c'est la cible première de ce service public. Les ETI, dans une certaine mesure. Et puis, de manière assez intéressante, même si les chiffres paraissent très petits, les grands commencent à nous saisir aussi. C'est-à-dire, ils nous ont vus dans l'autre sens, comme étant saisis. Et puis, ils se sont dit, tiens, finalement, ce truc-là, ça marche pas mal. Si on essayait aussi, on a un conflit avec un de nos fournisseurs, essayons le médiateur. Et du coup, 1%, ça paraît pas beaucoup, mais sur 1000 médiations, ça commence à en faire un certain nombre. Et on voit des grandes entreprises, on voit même des collectivités, des acteurs publics qui viennent, et puis vous voyez ces médiations collectives qui continuent à monter. On touche aujourd'hui à tous les secteurs d'activité. Notre cœur de métier, à l'origine, quand la médiation a été lancée, c'était uniquement industriel. Donc vous voyez que la médiation s'est étendue bien au-delà du cœur de cible d'origine. Et puis donc près de 1000 saisines par an pour cette année. On va même les dépasser un petit peu. On était à 980 à fin novembre. Quelqu'un qui suit ça avec beaucoup d'acuité. Donc on devrait les dépasser cette année. Et puis donc, je viens à laisser la parole à Nathalie pour un exemple magnifique que vous connaissez tous. Et qui n'est, à mon avis, pas encore terminé. Je confirme. Oui. Donc ça n'a pas dû vous échapper que nous sommes rentrés dans l'ère numérique, que la transition numérique maintenant est un vrai sujet pour toutes les entreprises. Et que donc, j'ai trouvé que justement le conflit taxi-BTC est un cas d'école intéressant à traiter pour la médiation. Je ne reviendrai pas sur le fond du dossier, parce que de toute façon, je ne suis pas dans la médiation, donc c'est compliqué de savoir qui a tort, qui a raison. Je vais plutôt essayer de vous... Alors, il se trouve que j'ai écrit un article comme ça, sur un coup de tête, parce que c'était en février, justement, au moment où il y avait vraiment une énorme grève, justement, sur la place La Porte-Maillot. Et je me suis dit, c'est pas possible. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Et donc j'ai essayé un petit peu de décortiquer ce conflit. Et c'est là que m'est venue l'idée, avec Pierre d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé la formule de médiateur de la transition numérique, parce qu'il a pensé que justement, à l'heure de l'ubérisation, c'était important de prévoir cette nouvelle activité. Comme vous le savez, toutes les activités sont inventées à l'ère numérique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en décortiquant? Donc, j'ai repris un petit peu les arguments qui étaient dans mon article. Et puis, donc, vous avez vu des principes de médiation. Donc, maintenant, c'est plus facile de comparer. On se rend compte que, dans le cadre de la médiation taxi-VTC, c'était une volonté du gouvernement. Vous avez bien compris qu'il faut que ce soit aussi une volonté des parties dans le cadre de la médiation, pour une vraie médiation. Et donc, a priori, tout le monde n'était pas pour être autour de la table. D'ailleurs, ils ne se sont pas tous rencontrés autour de la table. Donc ça, c'était le premier point. Il aurait fallu que tout le monde soit d'accord pour se rencontrer, pour éventuellement envisager une médiation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le choix du médiateur par les parties. On voit que dans le cas de taxi-VTC, la nomination du médiateur, elle a donc été faite le médiateur a été nommé par le gouvernement, en l'occurrence le député Laurent Grandguillaume, qui a été vraiment remarquable, parce que c'était pas une tâche facile. La seule chose, c'est que son action démarrait mal, puisqu'il était, ne serait-ce que par sa légitimité, il était nommé par le gouvernement. La troisième chose, c'est la neutralité du médiateur. L'État était un des médiés dans ce conflit, puisque c'est lui, bon, sans revenir sur l'affaire,
il était quand même partie prenante puisque c'est lui qui avait accordé ses licences, etc. Donc, il n'aurait pas dû s'engager dans le processus de médiation en étant et médiateur et en même temps médié. La quatrième chose, enfin, vraiment, quand on voit tous les points, on se dit, ils ont fait strike, hein, c'est vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Le quatrième point, c'est la communication donc, de la médiation sur Twitter. Il se trouve que je suis tombée, c'est ce qui a déclenché l'écriture de mon article, je suis tombée sur des tweets de Laurent Grosguillaume qui justement traitait de la médiation en direct sur Twitter. Bon, vous avez bien compris, et vous l'avez vu avec Pierre, la confidentialité est la règle de base du médiateur. Donc, c'était vraiment à ne pas faire. Et enfin, la partialité du médiateur. Donc, voilà, il se trouve qu'en regardant les tweets, bon, il y avait quand même une stigmatisation sur les VTC. Et bon, le médiateur ne peut pas prendre parti, c'est pas possible. Donc, au vu de tous ces éléments, je me suis dit, il y a peut-être quand même une fonction ou une autorité, peut-être indépendante, je ne sais pas. Ce sera à réfléchir dans les prochains mois parce que on se rend compte que la transition numérique, l'enjeu, l'aléa judiciaire est devenu la norme, que maintenant, on ne sait jamais en matière de contentieux, surtout dans le domaine numérique, quelle va être l'issue et que la médiation de la transition numérique, ça peut être une vraie opportunité. Et c'est en ça que je dis que c'est un outil innovant. Donc, on revient sur le conflit. Dans ce conflit, l'enjeu, c'est en fait ce qui se cache, comme je vous l'ai montré dans l'iceberg, c'est qu'il y a les litiges qui se conflit des décès taxis, mais on sait très bien que la partie invisible de l'iceberg, c'est bien tout un secteur, qui est le secteur de l'économie, de l'emploi, de la mobilité urbaine. On sait très bien, et vous l'avez vu peut-être aussi dans la suite de l'affaire, c'est que Uber n'a pas l'intention de garder forcément très longtemps ses chauffeurs et qu'à terme, il aimerait bien mettre aussi des voitures autonomes qui remplacent les chauffeurs. Donc on voit très bien que derrière ce conflit, c'est pas uniquement une question de chauffeurs et d'emploi, c'est aussi tout le secteur de la mobilité urbaine qui est au sein de ce conflit. Donc, comme vous l'avez vu et comme je l'ai dit pour la judiciaire, il y a eu des rapports, il y a eu des lois, loi après loi, elles s'empilent, et on voit très bien que les enjeux dépassent les lois et que ça ne règle absolument pas le conflit. Je veux reprendre la phrase de Marc Van Hassen qui dit que le numérique dévore le monde. Et c'est vrai qu'on passe d'une ère industrielle à une ère numérique, et que c'est une véritable révolution. C'est la première fois, d'ailleurs, je sais que c'était la première, c'était au siècle dernier, on appelait le Fordisme pour cette nouvelle façon de travailler, et là, Uber est devenu le vrai bouc émissaire. On a pris donc le nom d'une entreprise pour noter un phénomène qu'on n'arrivait pas à identifier. Et à mon avis, en lisant le livre de Jacqueline Moreno, qui dit qu'en fin de compte, on a besoin d'un bouc-émissaire dans un conflit, parce que c'est important de stigmatiser sur un bouc-émissaire pour justement essayer de trouver un coupable. Et je trouve qu'Uber est justement un emblème de la transition numérique. Donc on se rend compte qu'en fin de compte, il y a vraiment une séparation, une fracture même, entre l'économie traditionnelle et l'économie numérique, et qu'il va falloir y remédier, parce que chaque secteur, chaque métier, chaque usage est appelé à l'unité. Et il y a un proverbe africain, parce que j'aime beaucoup l'Afrique, et je reviens souvent à ce que je n'ai pas mis de ce proverbe, c'est qu'on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. Et on n'a rien inventé. Il se trouve que les Africains avaient déjà inventé la palabre africaine, et que peut-être qu'il serait utile et peut-être nécessaire même de revenir à de l'humain avec le numérique. De toute façon, on n'a jamais abandonné l'humain. Quand on voit l'importance des réseaux sociaux ou de l'économie collaborative, on se rend compte que l'humain, ça a beaucoup d'importance dans le numérique. Et donc, avec le numérique, on est vraiment tombé dans un chaos, et que pour sortir de ce chaos, il faut absolument reprendre aussi les propos de Jacqueline Moreno, accueillir cette violence. Il faut pas
il ne faut pas la contourner, ça ne sert à rien. Et il faut lui donner la parole exactement comme le font les Africains et la palabre africaine. Et donc c'est important, et c'est pour ça que je plaide pour une médiation de la transition numérique, et c'est important de trouver cet espace et ce temps pour que chacun puisse s'exprimer, ce qui n'a pas été le cas du conflit taxi-VTC. Ça a été deux camps qui se sont opposés, mais en aucun cas qui ont pu partager derrière cette représentation du conflit leurs angoisses, qui est souvent caractérisée par la pyramide de Maslow, etc. On n'a pas été à l'écoute de leurs besoins derrière ce conflit. Donc on l'a vu, la médiation à l'accueil de désordre et à la représentation du conflit que la justice n'offre pas. Et c'est sur ces mots que je cède la parole à Benoît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous prie. Je reste un peu sur cette image pour vous remercier à nouveau pour ces explications et cette approche de la médiation qui me semble effectivement très très intéressante. Alors moi je vais faire un peu le candide dans cette histoire en tant qu'avocat, praticien du contentieux. C'est les difficultés auxquelles on peut être confronté lorsqu'on en est consulté par nos clients sur les orientations à donner en mode alternatif de règlement d'un conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la médiation que l'on pratique, que l'on apprécie, qui est efficace, mais il y a un moment pour la médiation, après il y a un moment pour la conciliation, après il y a un moment pour l'expertise. Donc en réalité, tous les modes alternatifs de règlement des conflits sont importants, intéressants, mais il y a une grande confusion chez nos clients, et je dois l'avouer parfois chez nous aussi, pour savoir comment les orienter, que leur dire et à quel moment du conflit on se situe. Il y a des cycles de maturité dans un dossier. De maturité, ou je devrais dire de décomposition, je ne sais pas si c'est... Mais il y a des cycles, soyons optimistes, disons des cycles de maturité. Et il y a une maturité pour une médiation, il y a une maturité pour une conciliation, et il y a une maturité pour un conflit judiciaire. Pour paraphraser Clausewitz, on dit tout le temps que la guerre, c'est la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens. En fait, le conflit judiciaire, c'est la poursuite de la négociation par d'autres moyens. Moi, je m'attache beaucoup à essayer de prôner ça. Et il faut respecter toutes les étapes. C'est uniquement en cas d'échec des étapes de discussion, puis des étapes de médiation, puis des étapes de conciliation, qu'on doit parvenir à confier à un tiers, un juge, le soin de trancher un débat. Mais avant de trancher, il faut essayer de raccommoder. Je suis pas très bon en couture, mais il me semble que c'est mieux. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'actualité juridique, justement, pour situer ces modes alternatifs de règlement des différends dans notre espace de travail quotidien. Donc la médiation, en fait, pour nous, elle est au cœur d'enjeux extrêmement importants. Les enjeux, c'est que de plus en plus, les tribunaux sont saturés, les différends existent, et c'est ce que vous disiez, Monsieur Pélousset, ils sont non gérés, non traités, ou mal traités. Très égoïstement, il nous semble que les conseils externes, qu'ils soient médiateurs et qu'ils soient conseils dans des processus de médiation, ont un rôle à jouer important d'orientation, de conseil, de préparation, de facilitation, le mot n'est pas très joli, excusez-moi, dans ces espaces de médiation préjudiciaires. Les défis, c'est qu'effectivement, ce secteur d'activité, si on n'y prête pas soin, si on ne met pas au point des outils permettant facilement et rapidement d'avoir recours à de la médiation, ça va nous échapper. Ça va nous échapper, soit ça ne sera pas géré, soit ça sera géré par des plateformes commerciales. J'ai rien contre les plateformes commerciales, mais c'est pas forcément le sujet le plus important au cœur du débat. Il faut qu'il y ait des outils. Les tendances, vous l'avez évoqué, les tendances, c'est que la médiation, ça existe. Alors, il y a deux tendances. Il y a la tendance pratique et opérationnelle, c'est que le marché veut de la médiation. Et il y a la tendance justice, je dirais, les juges ne veulent plus de dossiers. C'est pas qu'ils n'en veulent plus, c'est qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le contentieux de masse ou certains contentieux techniques, ils n'ont plus le loisir, pardon pour ce terme, ils n'ont plus la capacité d'absorber
la masse gigantesque de dossiers qui leur sont confiés. Donc il y a une intention très nette et très claire, et la dernière loi de novembre 2016, la justice du XXIe siècle, est absolument claire sur ce sujet. Il y a un titre spécifique sur l'encouragement des modes alternatifs de règlement des différends, aussi bien dans la justice civile que dans la justice administrative, ce qui est quand même une nouveauté, en tout cas une évolution, pas une nouveauté, mais une évolution importante. Donc on a bien les deux aspects. Donc sur les tendances, la médiation a le vent en poupe. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Médiation ou conciliation. Et enfin, pardon, sur les perspectives. Alors les perspectives, aujourd'hui, il semblerait que la médiation ait la faveur du public. Pour autant, autant le dire, je sens de la part des services de la justice une certaine réticence à libérer complètement la médiation. On privilégie des concepts de conciliation judiciaire, avec parfois de grandes confusions par rapport à ces éléments-là, et il me semble qu'il serait de bon ton de bien serrer les questions. Quel dossier, quel litige, quel différend pour la médiation, et quel litige, quelle technique pour la conciliation. Là, il y a encore quelques hésitations, quelques différends qui me semblent pas propices au développement harmonieux de ces différentes techniques de règlement des différends. Alors, pourquoi la médiation? Comment choisir? Quelles sont les caractéristiques du contentieux informatique? Pardon, je reste un peu sur mon petit cheval de bataille. Le contentieux informatique, ça m'intéresse. Mais on peut le généraliser à tous les contentieux techniques. Et c'est comment mettre en œuvre la médiation. On passera rapidement puisque vous l'avez évoqué avec beaucoup de pertinence. Et donc là, c'est peut-être pas la peine de revenir dessus. Alors, dans les enjeux et perspectives, le caractère obligatoire. Je sais que le caractère obligatoire, il est antinomique par rapport à ce que vous avez évoqué, à savoir, il faut que ce soit une démarche volontaire des parties pour mettre un terme à leurs différends. Ceci étant, vu de l'autre côté de la barrière, le caractère obligatoire, c'est si on n'essaye pas, on risque aujourd'hui très clairement de se retrouver confronté à une difficulté quand on parvient au stade judiciaire. Pourquoi? Parce que le juge, de plus en plus, exige des parties qu'elles justifient préalablement à sa saisine, qu'elles aient mis en œuvre des mécanismes, il n'y a pas que la médiation, mais des mécanismes de rapprochement, qu'elles aient tenté de résoudre amiablement leurs différends. Donc on a deux niveaux obligatoires. Le premier, c'est le règlement pré-judiciaire des litiges, quels qu'ils soient. Et si les parties ne l'ont pas fait et n'en justifient pas au moment de la saisine du juge, le juge va renvoyer, potentiellement, il n'est pas obligé, mais de plus en plus, il est incité à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, comme on disait dans le temps. En fait, renvoyer les parties dans une phase de conciliation. C'est là que parfois il y a une confusion entre ce qu'est la conciliation ordonnée par le juge ou enjointe par le juge et la médiation, parce que parfois les parties disent on se retrouve en médiation, alors que c'est pas exactement la même chose, c'est de la conciliation. Donc, il y a deux étapes qui me permettent de dire que c'est un mécanisme qui s'impose de plus en plus aux parties indifférents. Donc, tant qu'à faire, puisqu'on sait que devant le juge, on va devoir justifier des mécanismes mis en œuvre pour tenter de résoudre amiablement le différend. Essayons de choisir le meilleur. Le meilleur, c'est un peu présomptueux, c'est sans doute à cause de la présence de M. Pelouzet et Mme Chiche que je plaide pour la médiation, mais non, ce que je veux dire, c'est que tant qu'à faire, il faut élire le plus tôt possible les mécanismes les plus propres à résoudre les différends, plutôt que de se retrouver dans des conciliations imposées et parfois mal maîtrisées. Donc sur les avantages, il y a évidemment, vous les avez évoqués, je passe rapidement, la rapidité, le coût, et puis surtout un élément important. Moi je fais que du contentieux professionnel, je ne traite pas des particuliers. Mais c'est que les gens se quittent bons amis au terme d'une médiation. Enfin,
pas forcément bons amis, ils vont pas déjeuner ensemble tout de suite. Mais enfin, ça casse pas le business. Ça, c'est extrêmement important. Les relations client-fournisseur, ça leur permet de dépasser, plutôt que de partir en contentieux sur 3 ans et de se fâcher pendant 20 ans, au bout d'un mois, au nouvel appel d'offres, tout va bien. Et tout le monde sait, en plus, qu'il y a moyen de dialoguer. Donc, c'est facilitateur, non seulement de la résolution d'un litige, mais des relations pérennes entre les parties. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, enfin, très égoïstement, je préfère avoir 10 médiations avec les mêmes parties sur 2 ans que un contentieux sur 20 ans. Puisque à chaque fois, on peut remettre le couvert. À chaque fois, on peut rediscuter d'un problème. On n'est pas dans une issue fatale et définitive. Alors, après les spécificités du contentieux informatique, on y reviendra plus tard, c'est la notion de la complexité technique. La notion de la complexité technique fait que parfois on a besoin de l'assistance d'un tiers, et en particulier d'un technicien, pour défricher le terrain, qui n'est pas le médiateur et qui n'est pas le conciliateur. Mais il y a la procédure participative, qui est le mode alternatif qui me tient moins à cœur, qui permet justement d'être assisté d'un technicien expert, dont on définit la mission, et qui doit simplement éclairer, de la même façon que l'expert judiciaire éclaire le juge sur les questions techniques, le technicien de la procédure participative éclaire les parties sur la situation technique de leur dossier. De 2 façons. La première, c'est qu'il leur dit, est-ce que le projet est viable ou pas viable? Est-ce que ce projet, il mérite d'être poursuivi ou il doit être jeté à la poubelle? Ça, c'est une information extrêmement importante pour discuter. Et la deuxième façon, et là il est déjà plus aux limites, mais il peut le dire, est-ce que j'estime que les parties ont travaillé en bons professionnels ou elles ont été un petit peu maladroites dans l'exercice de leurs activités? Ça, c'est déjà un peu limite. Mais la première partie, elle est fondamentale pour construire une transaction. Alors, un peu de texte. Donc, le caractère obligatoire, je l'ai évoqué. Là, vous avez les référentiels légaux. Donc, le 56, malheureusement, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites. Et là, on a le deuxième alinéa. Lorsqu'elle intéresse dans l'assignation apprécie les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige. Ça n'est pas, aujourd'hui, je m'avance un peu, je me lance, hein, ça n'est pas une cause d'irrecevabilité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, au moins devant les tribunaux de commerce. Mais, depuis la loi de novembre 2016, Justice du XXIe siècle, c'est une vraie cause d'irrecevabilité pour les litiges inférieurs à 4 000 €, c'est-à-dire les litiges présentés devant le juge d'instance, et pour certains litiges liés à l'autorité parentale, à titre expérimental pendant 3 ans devant les TGI. Donc, ça vient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une incitation, et je sais sans doute par maladresse que ça a été mis dans l'article 56 du Code de procédure civile, mais ça ne présente pas encore une cause d'irrecevabilité très claire, mais ça peut le devenir et ça risque de le devenir. De ce point de vue-là, je précise à toute fin utile que la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme a validé les dispositions législatives imposant aux parties d'avoir recours à des conciliations préalables, malgré les oppositions relatives au droit d'accès à la justice, à la gratuité de la justice. Ça a été validé par la Cour européenne des droits de l'homme, de telle sorte que ces dispositifs légaux sont aujourd'hui admis et de plus en plus pratiqués, notamment en raison des contraintes économiques qui pèsent sur les services de la justice et la saturation dont ils font l'objet. Donc, sanction, nullité de l'assignation et irrecevabilité de la demande, point d'interrogation. A priori, aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence qui vient nous informer que c'est une cause d'irrecevabilité avant tout débat au fond. En revanche, ce qui à mon avis se fera quasi systématiquement dans les semaines à venir, c'est que si les parties ne justifient pas des diligences préalables avant d'avoir saisi le juge renverra à la conciliation. Et on se retrouvera devant une conciliation judiciaire, avec conciliateur de justice ou avec tiers conciliateur qui sera désigné par le juge. Parce que, autre innovation de la loi de 2016, le juge a
l'autorité et le choix de la conciliation. C'est-à-dire qu'avant, les parties pouvaient choisir quel type de conciliation ou médiation elles pouvaient avoir recours. Là, si je suis en conciliation judiciaire, le juge peut renvoyer directement à la conciliation et désigner soit un tiers conciliateur, soit le conciliateur de justice du tribunal. Donc là, le juge a plus d'autorité quant à la direction de la mesure de règlement alternatif du conflit. Alors, justement, par rapport à ces éléments, la clause contractuelle, il me semble intéressant, de ce point de vue-là, d'anticiper ces difficultés en introduisant dans vos relations avec vos fournisseurs ou avec vos clients des clauses contractuelles incitant à des modes alternatifs. Alors, encore une fois, la médiation, c'est celle qui est la plus favorisée. Ça peut être de la conciliation, ça peut être des processus internes. Après, vous pouvez être très très créatif de ce point de vue-là. Mais ça permet de cadrer le règlement du conflit quand il survient. Parce que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une structure de règlement du conflit à chaud, parce qu'évidemment on se parle moins bien, et on se parle moins même dans cette situation, que de le faire au début de la relation en la calant. Attention aussi aux clauses types. Moi j'aime bien les clauses types, c'est pratique, mais il faut des clauses types par type de contrat. Si vous faites de l'arbitrage international avec un consommateur d'attention moyenne, c'est complètement inadapté. Donc il faut toujours avoir une clause de conciliation ou de médiation qui soit adaptée à l'objet du contrat et à la qualité des parties. Il faut trouver le bon curseur, le bon niveau de traitement du règlement du litige par rapport à ces éléments-là. Ces éléments, je répète un peu ce qui a été évoqué plus tard, donc je voudrais passer rapidement pour pouvoir vous laisser poser les questions que vous souhaitez poser. Très rapidement, donc les avantages, gain de temps, c'est clair. Alors, dans le contentieux qui m'intéresse, qui est le contentieux informatique, où on a systématiquement recours à des expertises judiciaires, le gain de temps sur les médiations ou procédures participatives, il est de 1 à 10, de manière générale. Maîtrise de l'entreprise de son différend, oui, l'intérêt c'est la confidentialité, c'est-à-dire que là, en plus, on contrôle de bout en bout la chaîne de traitement du contentieux, on sort quand on veut et on poursuit quand on veut, ça c'est extrêmement important. Avocat partie prenante au processus, est-ce que c'est un avantage ? Je vous laisse apprécier. Il me semble que oui, très franchement, c'est un avantage. À partir du moment où les avocats, et ça j'invite l'ensemble de mes confrères à le faire, jouent le jeu. C'est-à-dire ne se trompent pas de débat. Quand on est en médiation, on est en médiation, on est en facilitateur, on est en accompagnateur des parties. Souvent, jeune avocat il y a très longtemps de ça, moi j'arrivais en médiation et je voulais en découdre. Et la préoccupation première du médiateur, c'est de faire parler les parties. Ça, c'est très très difficile pour un avocat de laisser parler son client. Et donc, on a souvent un conflit avec les médiateurs, parce qu'au début, on dit « Ah, je vais vous présenter le dossier », et le médiateur dit « Non, 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 vous vous taisez ». C'est un peu frustrant pour un avocat d'avoir à se taire. Donc, et il veut faire parler les parties. Et là, on a une angoisse que les parties disent n'importe quoi, etc. Mais en fait, une fois qu'on a passé cette angoisse, on s'aperçoit que ça marche plutôt bien. Donc, ce que je veux dire, il faut aussi une formation des avocats en médiation pour qu'ils laissent la médiation se dérouler comme elle doit se dérouler. C'est-à-dire avec cette expression des parties. Et on revient derrière, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'angoisser. On revient derrière parce que c'est nous qui allons prendre la plume pour rédiger les protocoles, pour rédiger les transactions, pour faire des comptes rendus, pour accompagner. Mais en tout cas, il ne faut pas interférer dans cette phase initiale qui est essentielle. Le mode confidentiel du règlement du litige, donc ça c'est extrêmement important puisqu'il y a des litiges sensibles. Et vous l'avez évoqué, si ça avait été confidentiel sur les VTC, on y serait peut-être arrivé mieux, en tout cas. Processus créatif, je l'ai déjà dit, des solutions, il y en a. Et c'est là où le rôle des avocats est important. C'est qu'il peut imaginer des solutions business, des solutions équitables, des solutions différentes. Alors que le juge n'a pas le temps de faire ça. Et puis il n'a pas le droit de le faire. Le juge, il est saisi sur un peu. En médiation ou en conciliation, le champ des possibles est très largement ouvert. Pérennisation des relations, je l'ai dit. Processus qui intègre la gestion des émotions et des parties.
Oui, attention, bon, c'est pas non plus... c'est important, hein, on est d'accord, pour faire remonter l'émotionnel, il faut pas que ça plonge non plus dans la psychanalyse, ça reste, pour ce qui me concerne, ça reste des relations professionnelles. On est là pour trouver des solutions, pas pour écouter. Parfois, il y a des gens qui s'épanchent très très longuement sur mais t'es pas gentil, mais t'es gentil, mais pourquoi tu m'as fait ça? Bon, non, là, c'est pas le sujet. Donc, le médiateur doit aussi recadrer par rapport à l'objet de la médiation sur le contentieux dont il s'agit. C'est du dialogue contre la violence judiciaire, vous l'avez merveilleusement illustré. Alors, sur le contentieux informatique, rapidement, ou sur tous les contentieux techniques, ce qui nous intéresse et ce qui bloque souvent, c'est qui a raison, qui a tort. Non pas en termes d'émotion à ce moment-là, non pas en termes de bonnes pratiques, mais c'est simplement objectivement, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Et pour déterminer, la valeur de la prestation, c'est-à-dire la conformité de la prestation, et deux, la bonne exécution de la prestation, on a besoin d'un avis technique. Et on en a besoin en contentieux judiciaire, mais on en a besoin dans la médiation également. Et encore une fois, je le répète, ça n'est pas le rôle du médiateur que d'aller donner son avis, puisqu'il ne peut pas donner son avis, sur la bonne exécution ou la mauvaise exécution, ou sur la fiabilité, ou sur la valeur du travail exécuté. Et à ce moment-là, on a besoin d'un avis technique. Parce que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais pas l'appréciation de la valeur technique d'une prestation informatique ou d'une prestation technique de manière générale. Donc celui qui doit la payer la trouve toujours assez banale, celui qui doit la vendre la trouve toujours exceptionnelle. Donc il faut qu'il y ait un débat sur ce sujet absolument. Donc dans le contentieux informatique, ce qui freinait un peu à la médiation, c'est qu'on n'avait pas cet avis technique. Et aujourd'hui, avec la convention de procédure participative, ou même en tant que sapiteur ou sachant dans une médiation, on peut et on doit associer à ce débat un avis technique qui n'est qu'un avis. Attention, il ne faut pas confondre les rôles non plus. Le technicien est un technicien et il doit donner son avis, mais il ne doit pas orienter. Parce qu'il a une autorité naturelle, le technicien. Il va dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais il doit se retenir de donner un avis qui soit trop orienté pour casser en fait le processus de médiation ou de conciliation. C'est toute la difficulté de l'exercice du technicien intervenant dans ces phases préalables, c'est qu'il doit donner un avis le plus objectif possible pour que les parties ne considèrent pas qu'ils ont un bon rapport ou un mauvais rapport. Il faut qu'il y ait un rapport qui soit documenté, objectif et technique. Et que les parties fassent de ce rapport leur religion, en disant bon, là, on n'a pas un bon dossier, ou on a un bon dossier, donc on doit faire un effort dans la transaction, ou au contraire, on doit être ferme dans la transaction. Mais attention, là, j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être un peu lourdement, et je m'en excuse, mais si on veut que les techniciens restent dans les processus de conciliation et de médiation, ils doivent bien évidemment se garder de donner des avis qui ne seraient pas des avis strictement et purement techniques. C'est difficile, mais ça me semble important. Donc, une solution adaptée, on l'a déjà dit, je passe rapidement là-dessus. Alors, le choix. Vaste sujet. La conciliation. Déjà, pour aller vite, quelle est la différence entre la conciliation et la médiation? J'ai lu plein de rapports, j'ai lu plein de lois, et je ne comprends toujours pas, je dois vous l'avouer. Alors, le dernier état du rapport que j'ai lu m'a semblé intéressant parce que simple, mais malheureusement, vous m'avez ce matin cassé ma conviction. L'idée, c'était que la conciliation était judiciaire ou parajudiciaire et gratuite. Parce que la conciliation initialement relevait de l'office du juge et ensuite qui pouvait la déléguer à un tiers conciliateur. Mais on est toujours dans un débat où où le conciliateur intervient plus ou moins dans l'approche traditionnelle, dans le règlement du conflit. Par opposition, la médiation était onéreuse, sauf pour le médiateur des entreprises, onéreuse et
sans tiers intervenant, c'est-à-dire qu'il y a un tiers intervenant pour faciliter l'expression des solutions, mais il ne donne pas son avis. Donc j'en étais resté un peu à cette distinction, mais en fait elle est très troublée cette distinction, puisqu'on a parfois des techniques de médiation qui sont utilisées par des conciliateurs et des médiateurs qui, ne vous en déplaise, donnent leur avis. Parce qu'ils sont dans des situations où il faut trouver, ils ont envie que ça marche, en même temps c'est légitime, donc ils peuvent profiter d'une autorité naturelle parfois pour conseiller telle ou telle solution. Donc le jeu est troublé. Donc là, les deux peuvent être judiciaires ou conventionnels. Donc la médiation, a priori, c'est un mécanisme extrajudiciaire de résolution du litige. Donc c'est bien important, c'est que normalement la médiation, c'est bien du extrajudiciaire. Même si le juge peut renvoyer à la médiation, notamment la médiation familiale. Donc c'est un autre sujet, c'est un peu à part encore. Donc ça, vous l'avez évoqué, elle est non contraignante. La médiation judiciaire, c'est une mesure d'administration judiciaire qui relève des pouvoirs du juge et de son devoir de veiller au règlement par voie amiable ou imposée des différends qui lui sont soumis. Vous voyez bien qu'on est un tout petit peu en dehors du scope, puisque c'est un devoir du juge de veiller au règlement par voie amiable. Donc, il y a quand même une incitation du juge. Et c'est ce que vous évoquiez avec le VTC, ça c'était le gouvernement, c'était pas le juge, mais enfin, c'était quand même une autorité régalienne qui va dire « vous devez résoudre ce litige par la médiation ». Alors, bien évidemment, derrière, le médiateur détricote cette injonction en disant « non, non, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, il n'y aura rien derrière ». Ceci étant, on nous impose une médiation. Ça me paraît contre-productif. Dans la conciliation, ça marche. Dans la médiation, c'est pas ça. Et à mon avis, là, il y a un petit mélange des genres. Par contre, la médiation conventionnelle, là, mais elle est purement volontariste, purement la chose des parties. Le souci, c'est qu'il faut qu'elle soit structurée. Et là, c'est le travail que vous faites, et vraiment, c'est un travail important et structurant, mais il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'il y ait des lieux d'accueil, il faut qu'il y ait un encadrement, et il faut qu'il y ait une unicité, s'il vous plaît, que ce soit le plus clair et unique possible, quitte à ce qu'il y ait différents types de médiation, mais au moins qu'on sache dans quelle filière on se situe quand on aborde la médiation. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est un peu confus, ça se structure beaucoup. Donc sur la médiation, ça peut être par la clause compromissoire, par un protocole de médiation ou la désignation par le juge. Donc en général, mémoire introductive d'instance présentant historique de l'affaire et de cause du litige. Alors là encore, débat. Les avocats veulent prendre la main et font des mémoires introductives d'instance, des mémoires introductives, des mémoires. Le médiateur nous dit non, non, présentez-moi juste les faits et les chiffres. Ben oui, mais nous, on a cette angoisse, toujours cette angoisse pour nos clients, et donc on fait des mémoires très copieux, un tout petit peu orientés, pour présenter notre client sous son meilleur jour. Et très honnêtement, les médiateurs peuvent pas nous le reprocher. Ça peut les agacer quand ça devient trop volumineux, et puis ça peut casser un peu, puisque comme c'est soumis au principe du contradictoire, le mémoire, il est communiqué à la partie adverse, et s'il est trop agressif ou trop clivé, c'est un mot à la mode, finalement, ça risque de casser la dynamique de la médiation. Donc, c'est un peu aux médiateurs dès le départ et aux avocats d'être respectueux du principe de la médiation, de faire des mémoires les plus objectives possibles, qui ne soient pas, à la limite, alors ça c'est très très difficile à dire à un juriste, faut pas mettre trop de droit dans le mémoire introductif d'instance, parce que finalement la discussion sur la règle de droit, on va en discuter après pour voir si c'est possible ou pas possible. Mais si on commence à dire j'ai raison parce que c'est l'article machin du code civil, bon bah c'est fini, on n'est plus en médiation, on est devant le juge. Donc c'est un mauvais réflexe que de faire des conclusions à la place de faire un mémoire. Donc après, soit il y a un accord, soit il y a un échec. S'il y a un accord, transaction. Et là, on revient dans la transaction pour mettre du droit et pour faire quelque chose qui soit solide, qui construise vraiment un accord. Et on peut faire homologuer par le juge. Et en cas d'échec, procédure contentieuse. Parce que c'est un sujet aussi extrêmement important, on ne perd pas son temps quand on fait une médiation.
même si on se plante, même en cas d'échec. D'abord, alors, dans la Convention de procédure participative, la loi de 2016, de novembre 2016, a ajouté une petite notion qui me paraît extrêmement importante, en tout cas dans les contentieux techniques, c'est qu'on participe à la mise en état. Dans la Convention de procédure participative, le résultat de cette convention peut être partiellement déconfidentialisé pour ensuite saisir le juge du contentieux résiduel. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de résoudre tout le litige dans la Convention de procédure participative, mais aussi dans la médiation et aussi dans la conciliation. On peut diminuer le litige. On peut dire, mais j'ai plus qu'un point sur lequel je bloque, et c'est de ce point dont je vais saisir le juge, parce que ça, c'est un vrai point de droit, j'ai besoin que ça soit tranché. Les autres, on s'en débarrasse. Et ça, c'est déjà, les anglo-saxons font beaucoup ça, ce qu'ils appellent le narrowing, c'est-à-dire qu'on force les parties à se fixer sur 3 points. Ils arrivent avec une liste au Père Noël en disant, je veux tout refaire, et on leur dit, non, non, vous devez avoir 3 points de contention, 3 points de frottement. Et sur ces 3 points, on va décider. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la procédure participative, juste un mot, c'est un contrat. C'est-à-dire que là, c'est aux parties de convenir, de trouver un accord pour, dans un délai donné, chercher une solution à leurs différends. Tout seul ou avec puisque justement, les parties ont complètement la main sur les moyens qu'ils se donnent pour trouver une solution à leurs différends. Donc, même schéma, et encore une fois, technique du narrowing, la convention de procédure participative peut parvenir à diminuer le champ du contentieux. C'est-à-dire que vous explorez toutes les pistes, vous pouvez en résoudre 10, il en restera une, et celle-là, vous pouvez la faire trancher par le juge. Et vous pouvez faire, ce qui est pas mal quand même, homologuer par le juge les points qui ont été validés dans la convention de procédure participative, dans le cadre d'une transaction, et lui demander de trancher le contentieux résiduel. Donc ça, je pense qu'il y a quand même... D'abord, vous serez très bien vu par le juge en disant, écoutez, on avait un dossier de 300 pages, on arrive avec 2 pages, donc vous serez très bien perçu par le juge, et en plus, ça permet, encore une fois, d'avoir quelque chose d'intermédiaire entre la médiation pure ou la conciliation pure, où on trouve un accord sur le tout, qui marche très bien, je suis d'accord, mais parfois ça bloque, et le contentieux pur, où là, on va saturer le juge avec des arguments qui ne l'intéressent pas. Alors, anticiper, ça veut dire prévoir, mais préserver la flexibilité du processus, permettre l'adaptation du processus à la nature du différend. Je l'ai déjà évoqué, donc on vous donne un exemple de clause de médiation. L'idée, c'est effectivement la flexibilité. Hein. Vous parliez de transition numérique. Dans la transition numérique, il y a l'agilité. Donc il faut être aussi agile en marde. C'est-à-dire qu'il faut être agile dans le règlement des conflits. Il faut pouvoir switcher d'une médiation à une conciliation, d'une conciliation à une médiation, pourquoi pas. Rien n'est interdit, il faut être créatif et agile. Médiateur spécialisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire appel à un médiateur spécialisé par rapport à une technique, par rapport à l'objet du litige, ou à un médiateur spécialisé parce que c'est son métier de médiater. Alors là, les écoles sont très différentes. Les écoles de médiation, en particulier l'IFOMEN, sont très militants du médiateur, strictement et purement médiateur. Parfois, on se dit qu'il peut y avoir des médiateurs qui ont au moins une connaissance de l'environnement professionnel dans lequel, de l'environnement, du contexte dans lequel il va entendre les parties. Je dois dire que j'ai une position un tout petit peu en décalage par rapport à la position de la neutralité absolue du médiateur. C'est qu'il me semble que si le médiateur a au moins une familiarité avec l'environnement professionnel ou contextuel ou de la filière, il pourra peut-être s'apercevoir qu'il y en a un qui raconte n'importe quoi, et il peut sans orienter, mais il sera plus à l'aise pour faciliter. Donc, que les médiateurs soient formés à la médiation, qui est une technique, ça j'en suis absolument conscient, qu'il puisse y avoir des médiateurs sensibles
à l'environnement professionnel dans lequel ils vont évoluer, ça me semble aussi également important. Alors, la définition de la mission, ça aussi c'est un vaste sujet. L'étendue, la durée de la mission du médiateur est fixée dans un commun accord entre les parties. Est-ce qu'il y a une mission? L'idée, c'est non. Le médiateur ne doit pas avoir une mission au sens judiciaire du terme. Tu vas convoquer les parties 3 fois. Non. En revanche, il est bon de prévoir un cadre, c'est-à-dire une durée et des participants. Tout simplement. C'est la durée renouvelable, bien évidemment. Il faut se laisser du temps. Mais pour la première réunion, que les parties se sentent encadrées, épaulées dans un contexte où on va les aider à trouver une solution. Donc, la mission, c'est le médiateur se présente, explique le déroulement de la mesure et on dit on doit se voir 1 fois, 2 fois, 3 fois selon son appréciation de la complexité du dossier. Vous aviez évoqué tout à l'heure les différentes étapes de la médiation. On peut justement phaser la médiation en fonction de ces différentes étapes. Après, chacun a sa technique. Il y en a qui vont faire des ruptures juste après la présentation, d'autres qui vont vouloir justement ne pas casser juste après la présentation, mais réintroduire la deuxième étape pour ça. Et différentes techniques sont imaginables, mais en tout cas, il faut phaser, il faut cadrer. Le rôle de l'avocat, c'est d'accompagner. Le rôle de l'avocat, c'est en amont du dossier, quand on est consulté par le client, lui donner une indication sur ce qui nous semble le plus adapté au règlement de son différend. C'est-à-dire avoir un rôle d'orientateur, de conseil. Évidemment, on a le souci d'obéir à nos clients. Évidemment, on a la préoccupation de rendre le service que nos clients demandent. Mais on a aussi un rôle de conseil en amont, qui est de dire, il y a une maturité pour la médiation, il y a un contexte qui est propice à la médiation, il y a un contexte qui est propice à la convention de procédure participative, il y a un contexte qui est propice à l'action judiciaire ou à la conciliation. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce que ça nous permet d'accompagner notre client. Ça, c'est en amont. Et en aval, on assiste nos clients dans la médiation mais on ne prend pas la main. On les assiste pour pouvoir les informer, peut-être décoder parfois, les aider à décoder ce qu'il y a dans le discours adverse, parce qu'on a un peu l'habitude de la négociation, et ensuite pour rédiger des transactions qui tiennent la route. Je vais rapidement, je disais qu'on avait besoin de structure, on a besoin de cadre, il faut des outils. Il faut des outils. Alors, les outils innovants, ils sont pas si innovants que ça, en fait, c'est des outils qui existent depuis longtemps. C'est-à-dire, dans le e-commerce, c'est des outils qui sont là depuis 10 ans. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi sur n'importe quel site, n'importe où dans le monde, mais on peut pas faire une requête sur une plateforme qui soit traitée convenablement et avec des délais de réponse intéressants. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que on a besoin d'outils techniques simples, rapides, efficaces, bien encadrés, et encore une fois, structurés pour pas que les gens soient perdus, quoi. Pour pas qu'il y ait la guerre des médiations, ou la guerre des conciliations, ou la guerre... Il faudrait que ça soit un peu organisé, peut-être labellisé, j'en sais rien. J'ai pas d'idée là-dessus. Les avocats sont de très mauvais conseils sur ce sujet, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas totalement unifiés dans l'exercice de nos pratiques. Donc, mais ça serait quand même pas mal qu'il y ait des, entre guillemets, maisons... Puisque le souci, c'est l'accès au droit. On a créé des maisons de justice. Pourquoi il n'y aurait pas des maisons de justice virtuelles ou des maisons de la médiation virtuelle ou des maisons de la conciliation virtuelle? On parle de plateforme, il faut aller au-delà de la plateforme. La plateforme, c'est quelque chose où on dépose et puis on s'en va. Non, on va créer vraiment un accueil, un accompagnement et un traitement d'un dossier. Aujourd'hui, on a des salles de conférences en ligne, on a des workflows, tous les outils sont disponibles, ils sont sur le marché. On peut même avoir des bons designers qui nous font des jolies plateformes, pardon, je dis encore des plateformes, des jolis sites ou des jolies maisons de justice virtuelles
une maison de la médiation virtuelle, et ça vraiment ça me paraît utile. En plus on fait des liens automatiques, c'est-à-dire que le juriste interne qui a un contentieux, le dernier contentieux, il a juste à appuyer sur un bouton, il se retrouve au tribunal, à la maison de la médiation tout de suite, il tape 3 lignes et son dossier est pris en compte. Enfin, ça me paraît facile. Enfin, pas infaisable, pardon. Facile, non. Ça me paraît pas infaisable. En tout cas, c'est l'avenir, me semble-t-il. Donc, les conseils, modestement et humblement, anticiper, c'est la clause de médiation, ou la clause de conciliation, vous verrez. Mais mettez les clauses dans vos contrats. Choisir un mode de médiation adapté au litige. Oui. Ou un mode de règlement amiable de différends adapté au litige. Sachant encore une fois que rien n'est incompatible. Hein. On peut faire les 3, on peut même faire les 4. On peut commencer par la convention de procédure participative. Ça marche pas, on passe en médiation. Ça marche pas, on passe en conciliation. Ça marche pas, on va au juge. Tout est possible. Après, on va en appel. Donc, bon, ça, tout est possible. Mais à ce moment-là, respectez les étapes. Commencez par la médiation. Si ça marche pas, vous allez à la conciliation. Si ça marche pas, vous allez au tribunal. Rechercher des solutions et non des responsabilités. Il faut sortir. Alors, j'ai lu un truc, juste pour terminer, pardon, je suis trop long. Il faut sortir de la logique régalienne de la justice. La loi de 2016, alors, il faut sortir. Ça ne m'appartient pas, hein, pardon. Mais la loi de 2016 a rajouté un mot, juste un mot, au début du Code de l'organisation judiciaire, en disant que les juges avaient pour mission, non plus de rendre la justice, mais de participer au service public de la justice. Et deuxième innovation, me semble-t-il, assez fondamentale, qui n'est pas une innovation technique, mais c'est de considérer que le rôle de la justice n'est plus de dire le droit ou trancher un litige, mais d'apaiser les relations entre les parties. Donc on est bien dans une transition là, effectivement, fondamentale par rapport à ce que doit être la justice civile, hein, j'entends bien, une transition fondamentale de ce que doit être la justice au sens très large du terme. C'est pour ça tout à l'heure j'étais un peu choqué, pardon, quand vous dites la justice ne sait pas, mais vous êtes, le médiateur sait aussi la justice. Ça fait partie du service public du règlement d'un différend, donc englobons-le dans la justice. Et c'est pour apaiser, normaliser des relations entre les citoyens, hein, ou entre les acteurs, plutôt que de rendre des décisions qui finalement seraient l'émanation d'un pouvoir venu d'en haut. Ça, c'est pas forcément orienté business et c'est pas vraiment ce qu'on cherche dans cette période de transition numérique. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, nous serons ravis d'y répondre.